Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Début ce lundi 3 juin de l'examen national de fin d'études primaires sur toute l'étendue de la RDC. 2 207 489 élèves ont pris part. Vous suivrez les réactions des participants au micro de Patience Lokeke. Et puis, suspension de l'exploitation artisanale de l'or et du diamant en Guinée. Cette décision du gouvernement vise davantage sur l'agriculture. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Je l'ai dit au sommaire, début ce lundi 3 juin de l'examen national de fin d'études primaires sur toute l'étendue de la RDC où 2 207 489 élèves ont pris part. Pour cette première journée, les élèves étaient soumis à l'examen de la culture générale et le français. Au sorti de l'examen, quelques élèves finalistes trouvés au centre du lycée Bosangani au micro de Géopolis disent avoir bien passé l'examen. C'est un reportage de Patience Lokeke et Giscard Tamba. L'examen national de fin d'études primaires ENAFEP a débuté ce lundi 3 juin sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. À Kinshasa, les élèves ont répondu présents à ces rendez-vous. Quelques élèves rencontrés au lycée Bosangani à Gombe, qui est aussi un centre de passation de l'ENAFEP, nous relatent le déroulement de l'examen, qui pour la plupart s'est bien passé d'une manière générale et s'est dit être confiant pour la suite. L'examen d'aujourd'hui c'est facile, mais il y avait quand même des questions qui étaient difficiles. Mais on a quand même répondu pour réussir. Aujourd'hui c'était l'examen de français et une partie de culture générale. Les examens ils étaient bien passés, c'était facile, il n'y avait pas une question difficile là-bas. C'était vraiment facile, je pense que j'ai bien travaillé et je vais passer au collège. Comment s'appelle la fille de Mohamed? J'ai répondu Égir. Il faut signaler que l'examen qui a commencé ce lundi 3 juin prendra fin ce mardi 4 juin avec la mathématique. Cette année, 2 217 456 élèves ont pris part à l'examen. Quittons la ville de Kinshasa pour aller dans la province de l'Ituri où plus de 49 000 élèves participent à l'ENAFEP. Ils sont repartis dans 133 centres d'examen constitués de 1300 écoles. Ces épreuves de 2 jours ont été lancées ce lundi 3 mai à Bunia par le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire principal Raous Tchaloué. Reportage de la presse militaire de l'Ituri. 1000 à 49 000, l'ENAFEP édition 2024 a connu une participation massive avec plus de 5 000 élèves de plus par rapport à l'année passée. C'est la suite à l'amélioration de la situation sécuritaire en province de l'Ituri, explique le chef de division de la province éducationnelle Ituri 1, M. Jean-Jacques Massumbu. Bon, vous savez que la paix est en train de s'asseoir presque partout. Et Roumu qui avait de sérieux problèmes, je ne sais pas pour Mambasa, la paix commence à s'asseoir, c'est ainsi qu'il y a eu un peu d'augmentation par rapport aux effectifs. Et que c'est suite à l'effort personnel du comité provincial de sécurité, gouverneur, vice-gouverneur et les autres. Bon, le chef de l'État lui-même qui ne ménage aucun effort pour que Ituri découvre la paix. Et le leadership des uns et des autres permet à ce que les effectifs galopent à tout moment. Une satisfaction totale pour le vice-gouverneur policier, le commissaire divisionnaire principal, Raous Tchaloué, qui a procédé au lancement officiel de ces épreuves sur toute l'étendue de la province. Le chef de l'État
l'État qui a fait que l'enseignement soit gratuit. Et vous avez vu vous-même que tout le monde, et surtout les élèves, sont là, prêts pour terminer l'école primaire, pour aller à l'école secondaire. Satisfaction totale, surtout qu'il y a le calme partout là où nous sommes passés. C'est les 100% que je veux tous les élèves de la province. Notant que le premier jour de ces épreuves est consacré à la culture générale et le français. Le deuxième sera axé sur le mathématique et les sciences. Notant que le vice-gouverneur policier a visité quelques centres pour se rassurer que les élèves passent ces épreuves dans de bonnes conditions. Pour rappel, plusieurs élèves ont repris le chemin de l'école dans des zones jadis inaccessibles suite à l'activisme des groupes armés, mais en séjour complètement pacifié grâce à l'état de siège sous les commandements du lieutenant général Luboya Kashamadjoni. Changeons à présent de chapitre. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a reçu ce samedi une invitation de son homologue de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour participer à la conférence sur l'afforestation et le reboisement qui se tiendra à Brazzaville du 2 au 5 juillet 2024. L'invitation a été remise par la ministre congolaise de l'économie forestière, Rosalie Matondo, lors d'une rencontre avec le président Félix Tshisekedi à la Cité de l'Union africaine, Kinshasa. Suivez. Madame Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière de la République du Congo, était porteuse ce samedi 1er juin d'un message du président Denis Sassou Nguesso adressé à son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reçue dans l'après-midi au palais présidentiel du Mongaliema, Madame Rosalie Matondo a remis au chef de l'État l'enveloppe contenant l'invitation lui adressée pour participer à la conférence internationale sur la forestation et le reboisement qui se tiendra du 2 au 5 juillet prochain à Brazzaville. La préservation de l'environnement, la gestion de nos forêts et la coopération étroite entre Kinshasa et Brazzaville figurent parmi les points évoqués au cours de cette rencontre. Nos relations doivent être étroites et son Excellence, Monsieur le Président Tshisekedi l'a rappelé. Il nous a demandé à ce que les deux secteurs soient intimement liés pour régler les thématiques qui sont des enjeux aujourd'hui planétaires, de la préservation de l'environnement, de la conservation de nos forêts et aussi de cette économie que nous devons promouvoir à travers nos ressources naturelles. Aujourd'hui, vous avez un ministère qui s'appelle le ministère de l'économie climatique. Donc nous devons nous mettre ensemble pour voir comment les ressources, concilier la préservation de l'environnement et aussi l'essor économique de nos pays, parce que ce sont les ressources naturelles qui doivent donc nous aider à cet essor économique. Le bassin du Congo court un danger lié au changement climatique, a renchéri Madame la ministre de l'économie forestière. Nous vivons ces dangers, nous vivons ces effets liés au changement climatique avec le décalage des saisons, les températures qui augmentent, la sécheresse, mais également nous avons parlé du fait que nos communautés utilisent le bois comme source d'énergie domestique. Donc ce bois qui est exploité dans les forêts naturelles est une grande cause de déforestation. C'est pourquoi l'initiative de son Excellence, Monsieur le Président de la République du Congo, c'est de proposer à l'humanité tout entière une décennie mondiale de la forestation et du reboisement. La question de l'environnement intéresse au plus haut point la République démocratique du Congo, reconnue comme le pays solution aux problèmes climatiques. Ce forum sera une occasion de plus pour le président Tshisekedi de faire entendre la voix de son pays. Et puis, les policiers ne porteront plus les armes qu'en étant en mission officielle. C'est l'une des décisions prises par le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba. Il a annoncé cette décision devant les officiers de la police nationale congolaise lors d'une causerie morale à Kinshasa, prise en pleine opération Panthère Noire. La décision vaut son pesant d'or. Patrick Ilunga pour les détails.
Commandant d'unité, le chef de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba a tout d'abord rappelé l'enjeu de cette nouvelle mise en place, être efficace sur le terrain dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Blaise Kilimbalimba en a ainsi profité pour donner de nouvelles instructions, dont l'interdiction de tout policier dans un service de circuler avec des armes. Nous avons demandé aussi aux policiers qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas des services, de rester dans les casernes et de ne pas toucher aux équipements spécifiques de la police, c'est-à-dire les armes par exemple. Ils ne doivent pas toucher aux armes lorsqu'ils ne sont pas à mission officielle. Là, il a fallu que nous puissions insister. Ensuite, le chef de la police de Kinshasa a avant tout félicité certains officiers qui ont contribué au retour au calme dans certains coins chauds de la capitale avant d'exhorter les autres à redoubler d'efforts pour l'éradication de la criminalité urbaine, mieux connu sous l'appellation de phénomène Kuluna. Il a également mis l'accent sur la lutte contre les embouteillages, les marchés pirates et la nuisance sonore dans la communauté. Avec ces nouvelles instructions et orientations, les Congolais peuvent-ils espérer vivre dans la quiétude de tout point de vue dans leur capitale Kinshasa? Attendons voir. Le pasteur Barouti Kassongo, responsable de l'église Barouti Tabernacle, est décédé le samedi 1er juin au Canada suite à un malaise, selon ses proches, chaque dimanche au quartier Reguini, dans la commune de Lemba, perché sur la colline de Moamba. C'était du récital, la présence de Dieu était palpable. L'illustre disparu a emmené pendant 2 décennies ses fidèles très haut dans la foi chrétienne, avant même de connaître la date du rapatriement de son corps au pays pour des obsèques dignes de son nom. Le débat sur sa succession est déjà lancé. Qui pour le succéder? Les éléments de réponse dans ce dossier réalisé par Dieudonné Boinali. Le pasteur Barouti Kassongo, responsable de l'église Barouti Tabernacle, est décédé samedi 1er juin à Montréal, au Canada, à l'âge de 77 ans, de suite d'un malaise selon des sources de son église. Aussi prudent et prévoyant qu'il était, le prédicateur à la tête de plusieurs églises de son ministère, Tabernacle, avait déjà prévenu ses fidèles et associés. Dieu sait quand est-ce que cette feuille va sécher et tomber sur la terre. Je ne sais pas quand je partirai. Le jour où je partirai, soyez calme. Dieu mettra quelqu'un d'autre. Malgré cette ferme assurance, le pasteur n'est plus de ce monde. Le travail est terminé, il est parti se reposer auprès du Très-Haut. Il l'avait dit lui-même devant quelques témoins en langue vernaculaire, le Lingala, quelques jours avant sa mort, loin du Congo, sa chère patrie. Dernière fois au monde. Musalo il faut une salle sur la télé, ça dit. Et si le L'église de l'évêque général Barouti Kassongo, Bin Jadi, était déjà gérée collégialement par 3 pasteurs associés qui sont les révérends Mosendo, Dembo et son fils, le pasteur Carlos Barouti. Les postes de titulaires étant désormais vacants, normalement le conseil de cette église doit se réunir après les obsèques pour élire parmi les 3 associés les nouveaux bergers titulaires. Jusqu'ici, c'est le pasteur Mosendo, le plus ancien des associés, qui a toujours assumé de temps en autre l'intérim des BK pour les intimes. Il se pourrait qu'il soit naturellement placé comme titulaire par les conseils de l'église à titre intérimaire. Mais en cas d'élection, il est fort probable que Carlos Barouti, fils biologique de l'évêque Barouti, l'emporte au regard de son influence grandissante au sein de la communauté et du soutien de son père pour la succession de son vivant. Et une question m'a été posée, c'était hier. Mais si tu meurs, qui va prendre la relève? J'ai dit, mais j'ai un fils. Son nom est qui? Qui? Carlos. Mwana nanga mobile azali kombo na ye ezali nani? Carlos. Carlos. Ezali Carlos. Qui apprécie son ministère ici? Banana ngo basetelaka na mosala na côté botombola maboko.
Prêche très bien. Si tu veux te fâcher, c'est ton problème. Il prêche durement. Il n'a peur de personne. Prêche pour le salut des âmes. Mais je ne mourrai pas. Personnalité respectée, le pasteur Barouti a exercé son ministère durant près de 50 ans, dont 34 ans comme pasteur du message du temps de la fin du prophète William Marion Branham en République démocratique du Congo, paix à l'âme de l'illustre disparu. Et en sport, le tirage au sort des quarts de finale de la 58e édition de la Coupe du Congo ont eu lieu ce lundi 3 juin 2024 au siège de la FECOFA. Si la SV Club jouera à Nouvelle Vie Bomoko, l'OC Renaissance du Congo défiera le FC Tanganyika de Kalemi, tombeur du Daring Club Motema Pembe en 8e de finale. Blaise Kouzola nous en dit plus. Le sort de quart de finale de la 58e édition de la Coupe du Congo a eu lieu ce lundi 3 juin au siège de la Fédération congolaise de football association dans sa salle de conférence. Un tirage si particulier pour éviter un autre en demi-finale de cette compétition. Le match numéro 23 opposera le Daring Club Virunga de Goma au Football Club Chikas de Mbujimaï. Et les vainqueurs du match 23 rencontreront en demi-finale le vainqueur du match 25 qui va mettre aux prises l'association sportive Vita Club de Kinshasa au Football Club Nouvelle Vie Bomoko de la même ville. Le match 24 va opposer l'Olympique Club Renaissance du Congo de Kinshasa au Football Club Tanganyika de Kalemi, dont le vainqueur matchera en demi-finale les vainqueurs du match numéro 26 entre l'OC Bukavu Dawa de Bukavu et Céleste Football Club de Mbandaka. Notons par ailleurs que le calendrier n'a pas encore été délivré par l'organe fêtière de football congolais. Madame, Messieurs, à présent, faisons place à la page internationale. Je l'avais dit au sommaire, l'exploitation artisanale de l'or et du diamant en Guinée est suspendue indéfiniment à partir du 1er juin 2024, conformément au code de collectivité locale du gouvernement guinéen, selon un communiqué du 26 mai 2024. La Guinée, qui a produit plus de 3,15 millions de tonnes de riz en 2023, souhaite renforcer la sécurité alimentaire en améliorant la productivité agricole. L'État guinéen, devenu le deuxième producteur ouest-africain de riz en 2023, a mis davantage sur l'agriculture par opposition à la production d'or, dont 40% des revenus ne retournent pas dans les caisses du Trésor national. Suivez. Artisanale de l'or et du diamant est suspendue pour une durée indéfinie à compter du 1er juin 2024. La décision du gouvernement guinéen est en conformité avec les codes des collectivités locales minières et environnementales, indique un communiqué du 26 mai 2024. Pour faire respecter cette instruction, l'exécutif a mis les zones minières visées sous la responsabilité des autorités administratives et judiciaires, appuyées par les forces de défense et de sécurité locales. Les secteurs miniers, c'est près de 80% des recettes d'exploitation de l'État, des recettes des devises de l'État. Entre-temps, quand vous regardez l'exploitation artisanale de l'or, il y a un grand désordre qui mérite des mécanismes pour que ne règne l'anarchie, a dit Bailo Diallo, économiste. La suspension des activités minières vise à faciliter la mise en œuvre de la campagne agricole en cours dans le pays depuis avril 2024. La Guinée, qui a produit plus de 3,15 millions de tonnes de riz en 2023, souhaite mettre le secteur agricole à contribution pour la sécurité alimentaire grâce à l'amélioration de la productivité et de la production. L'interruption de l'exploitation artisanale de pierres précieuses devrait permettre la restauration écologique et éviter les risques d'éboulement des terres. Ce sont les investissements aujourd'hui qui sont en train de porter de fruits sur le terrain, notamment l'accompagnement de producteurs locaux, la formation pour maîtriser la terre et l'irrigation. Il y a également un accompagnement financier à travers la création de petites et moyennes entreprises, la création des microfinances pour venir en aide aux producteurs locaux, l'importation des intrants pour leur permettre d'améliorer la production à l'hectare.
Et puis, en 2020, la Mauritanie a adopté une stratégie nationale pour transformer son secteur énergétique et il vise à porter la part de l'énergie renouvelable dans son mix énergétique à 60% d'ici 2030. Ceci devrait s'accompagner d'un cadre législatif et juridique régissant la production d'hydrogène vert. À cet effet, les autorités ont tenu une réunion ministérielle le 29 mai 2024. Suivez. La Mauritanie veut mettre en place un cadre législatif et juridique régissant la production d'hydrogène vert et le contenu local dans le domaine des industries extractives et de l'énergie. Le comité ministériel créé pour accompagner ce processus s'est réuni le 29 mai 2024 dans l'objectif de promouvoir la transition énergétique à travers 2 projets de loi présentés et discutés. La mise en place d'un cadre législatif et réglementaire en faveur du processus de transition énergétique à travers les énergies renouvelables présente un double intérêt. Premièrement, il s'agira de mettre en pratique l'accord de Paris issu de la COP21 de 2015. Puis deuxièmement, de s'assurer de la mise en pratique des 3 principes clés du développement durable que sont l'intégration, c'est-à-dire la prise en compte des préoccupations environnementales et de santé publique dans le cadre de tous les projets et ou programmes de développement. Un cadre juridique clair et stable pour la production d'hydrogène vert en Mauritanie devrait attirer les investisseurs étrangers et locaux, les entreprises étant à la recherche de garanties et de réglementations transparentes avant de s'engager dans des projets à long terme. Le dernier en date concerne l'achèvement de la phase 1 du projet conjoint de gaz de Grande Tortue à Méine GTA avec le Sénégal. Avec une capacité de production annuelle de 2,45 millions de tonnes de gaz, ce projet devrait générer jusqu'à 150 millions de dollars par an et 5 millions de tonnes d'ici 2027. Le principe de participation qui recommande la prise en compte des avis du public, notamment dans le cadre des études d'impact environnemental et social. Et enfin, le principe de précaution et prévention qui recommande de faire une analyse approfondie des risques, d'effets négatifs qui pourraient être engendrés par la suite des processus peu ou mal maîtrisés. Les autorités mauritaniennes ont souligné l'importance accordée au développement des capacités nationales en matière d'énergie propre et respectueuse de l'environnement. Ceci passe par l'exploitation des ressources locales qui permettront la production de quantités importantes d'énergie d'hydrogène vert. Madame, Messieurs, à présent, nous allons passer en revue les différents journaux qui ont paru aujourd'hui dans la ville de Kinshasa. Faisons place à la revue de presse. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à cette revue de presse. Au sommaire de journaux parus dans la ville de Kinshasa, commençons par l'économie. Econews titre « La RDC accueillera les assemblées annuelles de la BAD en 2027. Un défi logistique de taille à relever. » Les assemblées de Nairobi de la Banque africaine de développement BAD ont pris fin le vendredi 31 mai avec un record d'affluence rassemblant pas moins de 8300 participants. À l'issue de cet événement majeur, un nouveau bureau de gouverneur de la BAD a été mis en place avec à sa tête la Côte d'Ivoire en tant que président, la Chine en tant que premier vice-président et la République démocratique du Congo en tant que deuxième vice-président. Selon cet ordre, la RDC se voit ainsi confier la responsabilité d'accueillir les assemblées annuelles de la BAD en 2027. Cependant, ces défis s'annoncent de taille pour le gouvernement congolais qui ne dispose seulement que de 3 ans pour tout mettre en place. Restant dans le même ordre d'idées, Géopolis Hebdo titre Situation économique de la RDC, l'inflation galope mais les perspectives économiques restent bonnes. En revanche, l'inflation a été plus forte que prévu, atteignant 23,8% en glissement annuel en décembre 2023, reflétant aussi bien l'inflation importée, les tensions budgétaires liées à la continuation de conflits à l'est du pays que la conséquente dépréciation du taux de change. Pour cette année 2024, elle devrait descendre à 6,5% en 2024 pour passer sur la cible de 7% de la BCC. Afin de lutter contre cette inflation, la BCC pourrait appliquer une politique restrictive en 2023.
Forum des As attitré, gouvernement souminois, 64% de Congolais satisfaits de sa composition. La République démocratique du Congo a un nouveau gouvernement depuis le mercredi 29 2024, occasion pour l'Institut de sondage Le Point d'interroger les Congolais et de prélever leur opinion au sujet de la composition du gouvernement qui est le tout premier depuis l'ascension du pays à l'indépendance en 1960, dirigé par une femme, en l'occurrence Judith Souminois Toulouka. De cette consultation populaire, il s'est globalement dégagé que 64% de Congolais sont satisfaits de la composition du gouvernement souminois, alors que 21% d'entre eux, sans langue de bois, remis en question cette formation et 15% parmi les Congolais ont eux adopté une posture plus réservée, se refusant tout commentaire. Fin de cette revue de presse, au revoir. Voici arrivé à la fin de cette édition. Quant à moi, je vais vous rappeler les différents titres. Début ce lundi 3 juin de l'examen national de fin d'études primaires sur toute l'étendue de la RDC. 2 207 489 élèves y ont pris part. Vous avez suivi les réactions des participants au micro de Patience Lokeke. Et puis en Guinée, suspension de l'exploitation artisanale de l'or et du diamant. Cette décision du gouvernement guinéen vise à miser davantage sur la production de l'agriculture. C'en est fini pour ce soir, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur Géopolis Télévision. Au revoir.